Il y eut un temps où le cinéma fut, particulièrement pour les petites villes comme Cray, la distraction majeure. Les équipements sportifs étaient insuffisants et la séance de cinéma était vraiment la distraction par excellence. Suffisamment, en tout cas, pour qu'il y ait eu jusqu'à 3 salles dans la ville. Et, par chance, nous avons avec Denis Boissy, l'historien de cette période, il en a tiré un livre. Il sait de quoi il parle, il a lui-même été projectionniste dans les années 70 à Cray, ce qu'il continue de faire en Vendée où il est installé. Disons dans les années 60, 70, ici à Cray, il y a 3 cinémas. Ça veut dire que les gens adorent le cinéma, ça veut dire qu'ils y vont tout le temps. Alors les gens adorent le cinéma, je dirais, dans l'après-guerre, dans les années 50. C'est là qu'à la fin des années 50, Cray se trouve avec 3 salles. Mais à partir du milieu des années 60, il y a une intrusion de la télé dans les ménages. Et là, à partir de là, on assiste quand même à une baisse. Le cinéma est toujours populaire, mais les gens commencent à goûter un petit peu à ce plaisir de la télévision et vont de moins en moins au cinéma. Et effectivement, on va assister à l'espace de 10 ans, de 1960 à 1970, presque une baisse de plus de 50% des entrées en France. Alors dans les grandes villes, ça se ressent un petit peu moins. Dans les petites villes, pour la petite exploitation, c'est terrible. À Cray, par exemple, pour donner quelques chiffres, en 1960, les 3 salles font 92 000 entrées. En 1970, ces mêmes 3 salles en font à peine 38 000. Est-ce que ça veut dire que dans les années 50, on a des gens qui vont voir plusieurs films par semaine? Oh, c'est clair, ou qui y vont tous les week-ends. Il y a la clientèle régulière, c'est le loisir le plus populaire, qui n'est pas très cher. Donc à partir de là, les gens ont besoin, il y a du film, il y a des films d'aventure, il y a des films plus intimistes, ils vont au cinéma. Et comment ça se passe? Alors les salles, pour tenir compte des différents publics, varient de façon importante ce qu'elles proposent? Non, il n'y a pas toujours... disons que les salles sont concurrentes. L'Éden, le Vox et le Rex sont tenus par 3 personnes différentes, donc il n'y a pas de concertation. Donc il n'y a pas vraiment d'entente, et on peut se retrouver sur une même semaine avec 2 ou 3 westerns qui seront projetés la même semaine dans les salles. Comment ça se passe, la programmation, pour avoir des films, et notamment j'imagine des films qui attirent du public? Alors c'est un peu la guerre entre les salles, parce que comment se fait la décision finalement? Disons que chaque salle a ses maisons de films, a ses distributeurs. Par exemple, le Rex travaille beaucoup avec la maison Gaumont. Le Vox va travailler par exemple avec les artistes associés, la maison Disney. Voilà, donc chacun a ses maisons de films. Et à partir de là, après, vous traitez avec les maisons de films. Alors il y a une image que j'aime bien reprendre, c'est lorsque vous prenez dans un train, il y a une locomotive et des wagons. La locomotive, c'est le gros film, c'est le gros succès, c'est La Grande Vadrouille par exemple. Et puis derrière, il y a plein de petits wagons, des films qui représentent beaucoup moins de succès. Donc pour avoir la locomotive, vous êtes obligé de prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 petits wagons derrière. Donc après, c'est de la comment dire, négociation avec le représentant qui vient vous voir et qui essaye de vous vendre et le caser le maximum de films, c'est son intérêt. Et c'est à vous d'en prendre le moins possible et le plus de succès possible. Et alors, mettons une semaine quelconque de la fin des années 50, début des années 60, en proposition sur la ville de Cray, il y a combien de films? Sur l'année, alors par semaine, il y a 3 films. S'il y a des jours fériés, l'offre est doublée pratiquement. On peut assister à 6 films par semaine. Oui, 6 films par salle. Mais... non, par semaine. Oui, d'accord. Et par salle? Non, un film par salle. Un film par salle. Tout à fait, sur la semaine. Et imaginons que le lundi ou le mardi soit férié, on rajoute un film supplémentaire. Donc il peut y avoir 3 à 6 films sur une semaine. Et sur une année, ça fait un peu plus de 200 films. Et alors, qui sont les propriétaires des salles? Ce sont des indépendants. C'est la grosse différence avec aujourd'hui où toutes les petites salles pratiquement sont aux mains des communes ou des communautés de communes. L'exploitation indépendante n'existe pratiquement plus. La petite exploitation indépendante. Et alors qu'à l'époque, c'était 3 indépendants. Voilà, donc la municipalité n'intervenait pas dans la gestion de ces salles. Et c'était des gens qui avaient pensé que c'était un bon créneau, quoi. Comment est-ce qu'on se décidait d'ouvrir un cinéma à votre avis? Parce qu'on gagnait, dans les années, à l'après-guerre, on gagnait pas mal d'argent. Les salles remplissaient, donc c'était des affaires vraiment très très intéressantes. Puis il y a la partie confiserie, qu'il ne faut pas négliger. Les entrées plus la confiserie. Les 3 salles de Cray avaient un comptoir confiserie-bar. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que la plus grande salle, l'Éden, avait le comptoir le plus petit, et la plus petite salle, le Rex, avait le comptoir le plus imposant. Et le Vox, qui était entre deux, c'était très important, la partie confiserie.
Dans les années 60, par exemple, la glace n'existait pas, hormis chez le marchand, mais on n'avait pas de glace à la maison, il n'y avait pas de congélateur. Donc la glace était le plaisir du cinéma. On mangeait, on dégustait l'esquimau au cinéma. Après, ça s'est perdu. Il y avait la confiserie exclusive cinéma. Les bonbons Michoco, la pique qui chante, c'était au cinéma, on n'en trouvait pas ailleurs. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Donc le plaisir de l'image qui est rare à l'époque, et ce plaisir de confiserie, de glace notamment, qu'on déguste, voilà. Les glaces Mico, je pense, ont fait leur fortune à l'époque dans les cinémas. Et c'était une exclusivité cinéma. On attend pour un bon spectacle, on attend l'heureux dénouement, on attend lorsque vient l'entracte, on attend de chanter gaiement. Les voilà, les voilà. Enfin. Les Esquimaux, les voilà, les voilà, les voilà. Enfin. Les Esquimaux sont là, les seuls, les vrais, les Esquimaux. Demandez les Esquimaux Gervais. Les séances, si vous voulez, les 3 salles fonctionnent différemment. L'Éden, dans les années 50 et 60, fonctionne le jeudi soir, le samedi soir et le dimanche, 14h15, 17h, 21h. C'est 5 séances par salle. Et le Rex, vendredi, samedi, dimanche, et le Vox, mercredi, samedi, dimanche. Donc le samedi, dimanche, les 3 salles fonctionnent en même temps, et en semaine, chaque salle a son jour. Que personne ne bouge, restez en place. Et entre les 3, est-ce qu'il y a une teinte, si je puis dire? Chacune a sa petite caractéristique. Oui, parce que le Vox est une salle familiale, elle appartient à la cure, donc les films interdits aux moins de 18 ans ne passent pas. Il y a une cote morale à l'époque qui est très stricte, donc ça devient très vite la salle familiale. L'Éden, qui est un petit peu en perte de vitesse à partir des années 60, va passer quelques films pour adultes. Les premiers films interdits aux moins de 18 ans vont passer par exemple à l'Éden. Et le Rex se situe entre les deux. Donc il va y avoir une perte très spectaculaire au milieu des années entre 60 et 70. Comment ça se traduit? Les cinémas, le nombre de cinémas va varier à partir de quand? Pour la petite exploitation, on va dire qu'à partir du milieu des années 70, il y a des salles qui commencent à fermer. Celles qui restent n'arrivent pas à se moderniser, c'est le gros problème. Donc petit à petit, elles mettent la clé sur la porte. Ça commence à créer pour le Rex en 71, qui ne peut pas lutter. En plus, Raymond Hiller a pris la tutelle de l'Éden, donc il a le Vox et l'Éden. Et le Rex, tout seul, face à la baisse des entrées, n'arrive pas à lutter. Avant, les petits films étaient quand même rentables. À partir de la fin des années 70, même la fin des années 60, il y a plein de petits films qui sont en dessous du seuil des 100 ou 120 entrées. C'est plus rentable pour une salle, sur une semaine, de ne passer qu'un petit film. Donc à partir de là, effectivement, il y a un seuil, et puis ce seuil est atteint, donc on met la clé sur la porte. Entre parenthèses, peut-être un mot quand même, il n'y a pas que les films, il y a aussi du spectacle. Alors comment ça se passe là? Alors là, les 3 salles ne sont pas du tout logées à la même enseigne. Le Rex n'a pas de scène, enfin la scène est inexistante. Donc à part connaissance du monde, le Rex ne peut pas avoir d'autres activités. Au Vox, la salle n'est pas très grande, ça lui permet quand même d'avoir quelques activités au niveau théâtre. Mais en la matière, c'est l'Éden qui règne, parce que l'Éden a une grande scène, a des loges, donc à partir de là, pour recevoir des spectacles, que ce soit des tournées de théâtre de boulevard, que ce soit du musical avec les Compagnons de la chanson, que ce soit les tournées Tichadel, qui passaient tous les ans. Pour la salle, c'est un plus qui est loin d'être... qui est important, parce qu'après, il n'y a pas de structure. La salle des fêtes ne permet pas de recevoir des spectacles sur scène, donc l'Éden joue un rôle très important. Et dans les années 70, même au début des années 80, ce rôle est de plus en plus important. Parce que Raymond Hiller va diversifier un petit peu, pour compenser la perte des entrées, va diversifier ses activités en occupant de plus en plus la scène. Et, à votre avis, c'est tous les combien? C'est quoi? C'est tous les 3 semaines Oui, il peut y avoir des mois où vous avez une dizaine de spectacles, et des mois un peu plus légers, où il n'y a que 2 ou 3 spectacles sur scène. Alors les spectacles, ça va des Joyeux de Divageux. Moi je me souviens des Joyeux de Divageux qui venaient. C'est quoi ça? C'est les Joyeux de Divageux? C'était une troupe locale
donc qui faisait du théâtre de boulevard, et de théâtre de boulevard de très très bonne qualité. On passait un très très bon moment. Il y avait les troupes régionales et puis les troupes nationales, comme les Tournées Barrées par exemple. On a vu Alice Sabritch, Galabru, Michel Roux, enfin bon, Jacques Fabrique, tous les grands noms de l'époque qui venaient, Elvire Popesco. This is a film about that scale and grandeur. This is a film about that military achievement. This is a film about a people who for all time shattered the legend of Nazi invincibility. Ce qu'on est en train de dire sur les années de l'après-guerre par rapport à l'avant-guerre, si je puis dire, on est dans le même mouvement, c'est-à-dire c'était déjà commencé dans les années 30-35, quand il y avait déjà une forte fréquentation, ou bien est-ce que vous diriez que l'après-guerre c'est particulièrement... L'après-guerre c'est vraiment c'est le bon en termes d'exploitation. Il y a un tel besoin de se changer les idées, de se divertir, et c'est là que les salles finalement se créent. Le Rex il se crée en 44, donc c'est des signes. Et le Vox en 57, donc vraiment les années de l'après-guerre jusqu'à milieu des années 60, c'est vraiment le boom en termes d'exploitation au niveau cinéma. Et puis il y a plein de films américains qui arrivent, qui ont été bloqués pendant la Seconde Guerre mondiale et qui inondent le marché. Tous les grands films d'aventure vont arriver. Autant N'emporte le vent qui date de 39 va arriver en France qu'en 1950. Le temps que le système se remette en place, que le doublage se fasse, voilà, il y a toute une structure de cinéma qui est à reconstruire derrière. Raymond Hiller. Qui c'est Raymond Hiller? Parce que, au fond, vous défendez l'idée que c'était un personnage clé pour le cinéma de Cray. Oui, parce qu'il a connu les trois salles. Il a débuté en tant que projectionniste à l'ouverture du Rex en 1944, où là il y a travaillé pendant presque 10 ans. Et puis à un moment donné, il s'est senti un petit peu exploité, parce que c'est lui, il était passionné de cinéma, donc bon projectionniste, il faisait l'affichage, il était au bar, enfin, il courait un peu partout, il traitait avec les maisons de films, donc pour les propriétaires, ils se déchargeaient un petit peu sur lui. Mais le chèque à la fin du mois était quand même pas à la hauteur de tout ce qu'il faisait. Donc à un moment donné, il est parti travailler à l'Éden, et puis il a eu l'opportunité du Vox, qui s'est ouvert en 1957, donc d'avoir sa salle. Il l'a racheté. Non, il n'a pas racheté, il était gérant. Donc voilà, donc il a géré cette salle de 57 à 81 à la fermeture. Et il a pu attirer vers lui les maisons de films qu'il connaissait, parce qu'il traitait avec eux depuis une dizaine d'années. Et très vite, en l'espace de 2 ans, 3 ans, le Vox est devenu la salle numéro 1 de Cray. Et alors, le duo Vox-Eden, c'est à partir de quand? À partir de 66. 63, 64, l'Éden perd des entrées. Perd pratiquement plus de 1000 entrées par an, et dans une mauvaise passe. Il y a la gérance qui est vacante, donc Raymond décide de reprendre cette salle. Il connaît bien la salle, il sait que la scène est quand même importante pour créer, donc à partir de là, les salles sont pas très loin l'une de l'autre, donc c'est quand même confortable en termes de gestion. Donc il décide de la reprendre, et à partir de là, il va pouvoir, face au Rex, être un concurrent redoutable, parce qu'il traite en termes de nombre de films, il est en position de force par rapport au Rex. Et ça, c'est un très gros argument. Arriver à séduire les distributeurs, c'est là que ça se joue, quoi. Complètement, tout à fait. Mais il avait ce sens de la communication, il aimait beaucoup discuter avec les gens, puis il était passionné de cinéma. Donc à partir de là, effectivement, ça l'emportait. Il a animé le Vox, il y avait des ciné-forums, il y avait beaucoup d'activités, des associations qui venaient au Vox. Voilà, sa salle tournait vraiment à plein régime, et voilà. Et puis il l'a fait débuter, il l'a fait sortir de terre finalement. C'est lui qui lui a donné son âme à cette salle, donc jusqu'à la fin. Et quand elle a fermé en 81, je sais qu'on a beaucoup discuté, ça a été pour lui un échec sévère de devoir fermer cette salle qui était vieillissante, les entrées baissées, donc
pas moyen de la moderniser et ben, contraint forcé malheureusement de mettre la clé sur la porte. En plus, ça devenait difficile à programmer parce qu'il y avait de plus en plus de films pour adultes ou de films violents, interdits moins de 13 ans ou moins de 18 ans à l'époque. Donc ça devenait quand même problématique pour trouver la soixantaine de films qu'il fallait passer au Vox. Esclave du miroir magique, accours du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. Parle et montre-moi ta face. Que veux-tu voir, ma reine? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Mettons Blanche-Neige. Blanche-Neige arrive à Paris un certain jour. Pour la voir en province, il faut combien de temps? Alors les Disney, ça a toujours été très particulier, jusqu'à la fermeture de l'Éden, c'est-à-dire que Disney tirait très peu de copies. Donc le Disney de Noël, parce que le Disney de Noël, c'était, voilà, pour tout le monde, c'était symbolique. Il sortait à Valence pratiquement en sortie nationale, et puis il fallait attendre Pâques, très souvent, pour l'avoir à Cré, ou même parfois un peu plus. Parce qu'après le film passait à Romans, Montélimar, qui les gardait des fois 2-3 semaines. À Valence, le film restait 5, 6, 7 semaines à l'affiche. Donc pas moyen d'avoir la copie. Puis après, les grandes villes du département se les partageaient, donc il fallait être patient. Donc il fallait réserver la copie très longtemps à l'avance. Et ça veut dire que, si j'ose dire, Disney faisait exprès. Complètement. C'était pour créer une certaine... Tout à fait. Et puis en termes, sur le plan financier, il ne tirait pas beaucoup de copies, donc l'affaire était largement rentable. Il créait une tension. Est-ce que aujourd'hui, je suppose qu'il y a des gens ici autour de nous qui vont au cinéma à Valence, qui vont au cinéma peut-être à Romans, ça je ne sais pas. À l'époque, j'imagine qu'on ne va pas au cinéma loin. Dans les années 50-60, non, mais à partir des années 70, oui. Parce qu'il y a un phénomène qui se développe, c'est le phénomène des complexes. Donc le nombre d'écrans va être multiplié sur un même lieu, c'est ce qui se passe notamment à Romans, qui sera le premier complexe créé dans la Drôme, où il y aura 3 salles, à la place de l'Alhambra, qui est une grande salle de 1000 places, donc qui sera découpée en 3, et le Palace à Valence, pareil, qui est une grande salle de 1000 places, qui va se découper en 6 salles. Donc une offre bien supérieure, des sorties nationales supérieures, à partir de là, les petites villes ne peuvent plus lutter. Donc à partir du milieu des années 70, les gens vont prendre l'habitude d'aller finalement faire la sortie à Valence. Alors, ça devient dramatique pour les petites villes. les gens qui sont au cinéma, qui travaillent au cinéma, c'est des temps pleins, rarement, j'imagine. Ben à l'époque de Raymond, c'était pas des temps pleins, mais aujourd'hui, pratiquement oui, parce que le nombre de séances a explosé. Aujourd'hui, ben, vous prenez à Cré, l'Éden est ouvert tous les jours. On a évoqué tout à l'heure les 3 salles qui étaient ouvertes pratiquement qu'en fin de semaine. Hein, donc voilà, aujourd'hui il y a des séances, il y a des matinées l'après-midi, des soirées, mais tous les jours. Donc automatiquement maintenant c'est du temps plein. Le côté un petit peu artisanal, entre guillemets, qu'il pouvait y avoir avant n'existe plus aujourd'hui. Hormis dans des salles associatives, dans des toutes petites villes, ou comme à Diolfi par exemple, il y a le Labor où il y a 3 séances par semaine. Là ça reste, voilà, ça reste artisanal. Mais dans des villes moyennes comme Cré ou autres, c'est du métier à plein temps. Il y avait l'ouvreuse, bien sûr, les ouvreuses, je suppose, qui, comment ça se passait, elles gagnaient leur vie en vendant les esquimaux, ou comment ça se passait? Elles étaient rétribuées au pourboire, et après pourcentage sur la confiserie. Parce que la confiserie, voilà, il y avait un entracte. Donc première partie, hein, avec le documentaire ou dessin animé, là où les bandes annonces, les publicités, entracte. Et puis après, donc vente avec la corbeille, soit au comptoir, soit en confiserie, directement au niveau de la salle, avec la corbeille. Et les actualités aussi, non? Alors les actualités, oui.
et qui ont disparu au début des années 70. Mais toutes les salles ne projetaient pas des actualités, parce que c'était payant pour l'exploitant. Alors plus elles étaient récentes, plus comment dire, le montant était élevé, plus elles étaient anciennes, moins le montant était élevé, bien évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, le mot projectionniste est justifié? Parce que, au fond, il s'agit de bidouiller des ordinateurs aujourd'hui. Oui, mais enfin c'est quand même un projectionniste. Il doit s'assurer que tout se passe bien dans la salle, que la projection est de qualité, donc on peut toujours parler de projectionniste. La grosse différence, c'est que la présence en cabine du projectionniste n'est plus indispensable comme elle l'était dans les années 50 ou les années 60, où le projectionniste passait son temps dans la salle de projection. Alors racontez-moi une journée ou une séance, alors de votre activité à ce moment-là dans les années 70, c'est au début des années 70. C'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, bon, la séance est à 14h30, mettons. Alors, vous arrivez quand et vous faites quoi? Alors, il y avait une séance qui était terrible, c'était celle du Vox le mercredi à 14h30. Parce que le film arrivait souvent pratiquement à la dernière minute. Donc le mercredi, oui, parce que le film le mardi soir jouait très souvent dans une autre salle. Donc le temps qu'il soit expédié, le transporteur le livrait, alors au mieux le mercredi 10h30, 11h, ou au plus tard 14h ou 13h30. Donc là, il fallait faire très très vite. Donc le film arrivait sous forme de bobines, des bobines de 20 minutes. Donc en gros 5-6 bobines. Et à partir de là, deux systèmes. Sur Cray, c'était artisanal, vous aviez deux projecteurs, donc toutes les 20 minutes, on changeait de projecteur, on changeait de bobine, et pendant qu'il y en a un qui tournait, vous reprépariez le projecteur suivant de façon à faire le changement de bobine. Dans les salles un peu plus modernes, vous aviez un grand dérouleur, vous montiez, toutes ces bobines étaient montées sur une même grande bobine. Donc à partir de là, le film montait, il est lancé, puis vous êtes tranquille pendant toute la durée du film. Voilà. Alors qu'à Cray, il fallait être en permanence dans la cabine de projection. Ça a duré pratiquement jusqu'en 83, où Raymond Hiller a modernisé sa cabine, et là il a modernisé ses deux projecteurs. On a conservé deux projecteurs, mais il y avait 1 heure d'autonomie. Donc c'était du 1800 mètres, donc on était un peu plus serein. Mais il y avait un travail quand même sur les films de façon à effectuer le changement, donc mettre des petites marques pour changer toutes les 20 minutes, ou alors assembler sur des grandes bobines. Donc à partir de là, on montait le film sur le projecteur et on était prêt à démarrer. Alors là, on a le 35 mm qui ne sert pratiquement plus, mais enfin qui a servi pendant très très longtemps dans le milieu du cinéma. Voilà, avec une énorme bobine sur laquelle on pouvait mettre tout le film, les bandes annonces, documentaires, lorsqu'il y en avait à l'époque. Voilà. Donc à créer le matériel à l'Éden était beaucoup plus ancien, bien évidemment. Ça, c'est le matériel quand même, on va dire, relativement récent au niveau 35. Et derrière, le projecteur numérique, avec donc la partie projection, donc ce qu'il y a sur l'image, et dessous la partie informatique, la partie serveur et la partie clavier. Donc à partir de là, le film est chargé sur un serveur et le serveur diffuse les données au projecteur qui lui les diffuse sur l'écran. Alors évidemment, ça cassait de temps à autre. De temps à autre, oui. Alors avec le temps, le film est devenu de plus en plus résistant. Quand ça cassait, alors les copies qui arrivaient à créer avaient un petit peu de bouteille, c'est-à-dire qu'elles avaient tourné 4, 5, 6 mois dans les autres salles, parfois plus. Donc elles étaient un petit peu abîmées. Alors ce qu'il fallait faire très souvent, il fallait vérifier les anciens collages. Parce que les anciens collages n'étaient pas toujours fiables et lorsque ça passait sous les engrenages, ça pouvait casser effectivement. Mais là, il fallait avoir du temps pour vérifier ce genre de choses. Donc il fallait être attentif. Si le collage était mal fait, vous pouviez avoir un décadrage, c'est-à-dire que l'image était coupée en deux. Vous aviez des têtes qui étaient coupées, ça, tout le monde l'a vu. Et plus on avançait dans le temps, plus les copies ont été nombreuses, plus les copies ont été de bonne qualité finalement, et le travail de projectionniste s'est un petit peu allégé, c'est-à-dire dans le sens où il fallait être moins vigilant sur ces films qui arrivaient. Aujourd'hui, avec le numérique, une fois que le film est lancé, vous pouvez le projeter 1000 fois, il sera toujours de la même qualité. Il n'y a pas d'usure. Et le dimanche soir, quand le film quittait l'affiche, il fallait le reconditionner, le mettre dans les boîtes, le remettre dans le sac, faire les étiquettes, mettre l'endroit où il partait, etc. Donc c'était un travail, il fallait être attentif. Puis bien commander les films, les bandes annonces, voilà, il fallait pas se louper à ce niveau-là, quoi. Et Raymond Hiller, alors en fait, il faisait un peu tout. Il va coller les affiches. Il fait tout. Il sait tout faire. Il sait tout faire dans ce métier. Il a tout fait. Mais il a tout fait. Donc il sait tout faire. Et puis, il y a un problème aussi financier. C'est-à-dire, plus il en fait lui, moins ça lui coûte. Donc
Pas oublier que c'est quand même artisanal à créer. Donc voilà. Donc il y a une polyvalence, est capable de changer des ampoules, de projeter, de vendre la confiserie, voilà, de faire la caisse, enfin voilà, de passer le balai dans la salle s'il le faut. Enfin voilà. Les spectacles étaient d'ailleurs, en termes de temps, c'était quelque chose en termes de temps, de présence, c'était quelque chose d'important parce que l'équipe arrivait, s'installait, reconnaissait les lieux, les projecteurs à régler, les décors à monter, l'écran à enlever, parce que tout était manuel. Ça, c'est quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui. L'Eden, aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton, l'écran se lève tout seul. L'Eden que j'ai connu, on le manipulait à 3 ou 4 personnes. C'est un système de cordage où l'écran basculait dans l'arrière-scène. Donc c'était toute une manipulation. Donc on enlevait, on remettait, on enlevait, on remettait. Parce que le lendemain, il pouvait y avoir projection. Donc voilà, c'était un temps de présence. La partie scène, ouais, c'était important. Puis après spectacle, on démontait. Moi, j'ai très bons souvenirs de tous ces comédiens, de tous ces grands noms qui étaient des gens très simples, finalement. Très, très, très simples. C'est pas avec ces gens-là qu'on avait le plus de problèmes. Et parmi les grands noms de la scène, est-ce qu'il vous est resté je sais pas, un souvenir avec X ou Y, l'un d'entre eux Galabru fait partie de mes meilleurs souvenirs, quoi, parce que entre le Galabru de cinéma et le Galabru de théâtre, il y avait un grand décalage. Sous-exploité au cinéma, et le talent, on ressentait son talent sur la scène. Complètement, il y avait un gros décalage. Moi, ça m'avait sauté aux yeux de le voir sur scène, par rapport au film, parce qu'il a fait quand même, il le reconnaissait, beaucoup de petits films. Donc voilà. À part votre activité professionnelle à un moment donné, qui a dû bien vous occuper, mais vous avez été projectionniste avant, vous êtes projectionniste de nouveau maintenant à la retraite. Est-ce que vous diriez que lorsqu'on est projectionniste, on regarde le film autrement que moi, le Pékin qui est dans la salle? Oui, parce qu'on voit tous les défauts. C'est-à-dire? Les défauts, on voit tous les défauts, on dit tiens l'image là c'est mal cadré, on voit le son qui est trop fort ou pas assez fort, enfin on voit beaucoup de défauts. Hein. D'ailleurs moi je fais tout à fait différence contre quand je projette un film et quand je suis spectateur. De temps en temps je vais voir un film en tant que spectateur et là j'ai pas le même regard, je redeviens spectateur. J'ai beaucoup de difficultés à voir un film quand je suis projectionniste. J'y arrive pas, je regarde un morceau, mais je ne peux pas me mettre dedans, parce que je suis projectionniste. Parce que il peut y avoir un incident à tout moment, vous n'avez pas le même esprit que quand vous êtes spectateur, vous vous mettez dans la salle, pour regarder le film, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de la projection, c'est pas vous. Vous êtes par ailleurs impliqué dans un certain nombre de festivals de votre région. Vous êtes maintenant vendéen. Alors, je ne vais pas vous poser de questions relatives à la programmation, ne fût-ce que parce que ça change tout le temps. Mais par contre, un festival de cinéma, en termes logistiques, en termes de préparation, par exemple, vous, ça vous prend quoi? Ça vous prend toute l'année? Pour vous donner un exemple, on travaille sur le festival qui va se dérouler fin mars. On est déjà dessus, bien évidemment, au niveau de la programmation et au niveau des invités. La programmation, c'est une chose, parce qu'il faut trouver la 40 ou 45 films pour la semaine de festival, voir si les films, on peut les projeter en séance publique. Ça, c'est le gros problème. Est-ce que les droits existent? L'état des copies? Est-ce qu'ils sont de bonne qualité? On ne va pas projeter, parce que le public, aujourd'hui, avec le numérique, est devenu exigeant. En termes de son, en termes d'image, les films qu'on projetait à l'Eden dans les années 60-70, je ne pense pas que le public accepterait aujourd'hui de payer une entrée avec la qualité des copies qui étaient rayées, où le son était grésillant. Voilà. Je pense qu'il y a une exigence quand même qui est haute. Et puis les invités. Alors ça, les invités, c'est un travail de longue haleine. Obtenir des réponses positives ou des réponses. Voilà. On a souvent, oui, peut-être, on va venir, on va voir, on vous tient au courant, et puis on attend, et puis ça, c'est terrible, parce qu'à un moment donné, vous devez boucler le programme, donc c'est un gros morceau, ça, de faire venir les invités. Par an, vous regardez combien de films pour arriver à vous... Là, je voudrais bien mettre celui-là ou celui-là. Pour une bonne centaine. Une bonne centaine. Pour en tenir 40, voilà, une bonne quarantaine, voilà, une bonne centaine. Ouais, mais alors ça veut dire que vous allez les voir ailleurs. Alors, complètement, on profite d'autres festivals.
Festival de La Rochelle, par exemple, on peut visionner pas mal de films. Les distributeurs nous envoient aussi des CD. On nous donne l'accès sur Internet de façon à ce qu'on puisse visionner les films. Après, il y a des films que vous connaissez. Alors, on est trois, enfin trois à faire la programmation. Moi, je m'occupe surtout de la partie films du patrimoine. Et mon collègue va s'occuper surtout des films pour enfants, parce que c'est important. Et puis des sorties nationales, c'est-à-dire les nouveaux films qui vont sortir. Voilà, donc on se répartit un petit peu la tâche. Et puis à partir de là, ben, on en discute, on voit ce qui est possible. Après, on voit aussi quand même la cohésion de tout ça. Il ne suffit pas de mettre des titres les uns après les autres. Il faut qu'il y ait une cohérence. Alors ce festival, tous les ans, c'est cinéma et littérature, avec tous les ans un thème. L'année dernière, c'était les voyages. Cette année, ça sera l'enfant au cinéma. Donc voilà, avec l'enfant sauvage de Truffaut. Enfin, il y a pas mal de films, quoi, Jeux interdits. Donc on peut passer pas mal de choses. Donc il y a une thématique qui est développée tous les ans. Vous avez écrit un livre sur le cinéma de Cray, qu'on trouve chez les, comme on dit, dans les bonnes librairies, notamment de la ville. Est-ce qu'il y avait une masse documentaire importante? Ou bien est-ce que ça veut dire que depuis que toutes ces années où vous avez eu une activité professionnelle, etc., vous avez continué à amasser des choses qui vous ont permis aujourd'hui de sortir un livre? Ben, il y a deux choses. J'ai eu beaucoup de chance parce que Raymond gardait plein de choses qu'il mettait dans les cartons, Raymond Hilaire. Et un petit peu avant qu'il nous quitte, ben, il m'a laissé tout ça, donc voilà. Puis moi j'ai gardé pas mal de choses aussi, de programmes, donc ben, c'est la synthèse des deux. Mais après il faut trier, il faut ordonner, il faut regarder la cohérence de tout ça. Le Crétois m'a beaucoup aidé aussi, les archives de Crétois, ils ont des archives fabuleuses, donc, mais ça demande beaucoup de temps. Donc voilà, et puis c'est important de pouvoir restituer, puis de parler de ces trois sites qui ont quand même contribué à la culture de Cray, parce que si on enlevait les cinémas à Cray, il ne se passait pas grand-chose. Donc c'est important, à mon avis, d'en parler. Juste pour conclure, vous avez dit tout à l'heure, les années 60, fin des années 60, jusqu'aux années, une sorte de bascule, c'est le trou d'air. Là, on est en ce moment dans une salle de l'Éden, reconfigurée complètement par rapport à ce qu'il a été jadis. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nouveau trou d'air, ou au contraire, est-ce que vous diriez que le cinéma a repris du poil de la bête? Ben, le cinéma se porte bien, mais il se porte bien parce que la petite exploitation, il y a une mutation complète de la petite exploitation. Ben déjà, les communautés des communes ont pris conscience de l'importance des salles dans les petites villes. Donc aujourd'hui, tout va bien, mais c'est un travail d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on est obligé aujourd'hui de faire des ciné-goûtés, de faire des soirées à thème, d'avoir de plus en plus de sorties nationales. Donc c'est un travail, il faut être très 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 attentif. Il y a un accompagnement, notamment au niveau de la petite exploitation, et je trouve personnellement pour Cray, je le dis en toute sincérité, qu'il y a un travail qui est remarquable, qui est fait par rapport à d'autres petites villes. Mais je pense que Cray a beaucoup de chance d'avoir l'Éden, même s'il est très différent de ce qu'il y avait avant. Mais les Crétois ont beaucoup de chance. Après, il ne tient qu'à eux de continuer à faire vivre. Le cinéma ne peut exister que si les gens viennent voir des films. Voilà. Donc, mais je pense que l'Éden a encore un bel avenir devant lui. Et puis, le cinéma, c'est pas Internet, c'est pas une petite boîte. Le cinéma, c'est être en salle, partager ce plaisir de l'image, que ce soit un film à réessai ou un film à grand spectacle ou un film jeune public, peu importe, mais de partager ensemble ce plaisir de l'image et d'en discuter à la sortie, voilà. Et ça c'est important. C'est pour ça que je pense que le 7e art a encore de l'avenir en salle. Mais il faudra qu'il y ait une évolution, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, surtout pas.